Bonjour à tous et bienvenue dans Long Live, le podcast de la longévité. Et je vous propose un épisode qui s'adresse a priori plutôt à nos auditrices, mais qui devrait également être très intéressant pour nos auditeurs. Comment dealer avec le cycle hormonal pour maintenir notre activité physique et mieux, pour optimiser nos performances. Comprendre son cycle pour booster sa forme et sa santé, c'est ce que va nous expliquer Juliana Antero. Elle nous rejoint chez Wojo Saint-Lazare, un espace de coworking extra au cœur de Paris où nous avons nos habitudes désormais. Alors ouvrez grand vos oreilles, parce que les résultats de ces recherches sont encore inconnus pour la plupart des experts dans le monde. Bonne écoute! Merci Juliana de venir répondre à mes questions. Donc tu es chercheuse à l'INSEP, donc on rappelle, c'est l'Institut national du sport et de l'expertise de la performance, c'est ça. Et donc toi, ton domaine de recherche particulièrement en ce moment, c'est le lien entre la performance sportive et le cycle hormonal féminin. Tout à fait. J'étudie l'impact des fluctuations hormonales, qu'elles soient associées au cycle menstruel, les cycles féminins, ou à la prise d'une contraception hormonale sur le bien-être, l'entraînement et la performance des athlètes de haut niveau, des très très haut niveau. Ok. Et toi, donc tu as été gymnaste de haut niveau. Oui. Et tu te dis que tu as été un peu victime, ou en tout cas, tu as eu des chamboulements hormonaux pendant cette période-là. Est-ce que tu veux bien en parler au moins un peu? Oui, tout à fait. J'étais sportive, je faisais la gymnastique aérobique au Brésil, d'où l'accent. Et j'ai matché pour l'équipe du Brésil et j'ai beaucoup subi mon cycle menstruel. C'est-à-dire, j'ai été pliée en deux quand j'avais mes règles, mais j'avais pas souvent mes règles, donc aujourd'hui, je comprends que j'étais ce qu'on considère un aménorrhée, qu'on a moins de 3 règles par an. Moins de 3 règles par an. Et quand elles arrivaient, j'avais une relation difficile parce que j'ai préféré quand j'avais pas mes règles, parce que quand j'avais mes règles, elles étaient extrêmement douloureuses. Et en plus, je comprenais pas pourquoi certains jours, j'avais la déprime, je pouvais pleurer. Si mon entraîneur faisait une remarque, je pouvais pleurer. Et même mon entraîneur a été surpris parce que non, ça représente pas ma personnalité. J'ai eu des fractures, des fatigues, et je ne voyais aucune relation dans tout ça. Ni moi, ni mon entraîneur, ni mes préparateurs physiques, ni même mon entourage, mon kiné. Et ce n'est qu'en travaillant sur ce sujet, en faisant des recherches scientifiques à l'INSEP, que j'ai compris que tout ce que j'ai vécu, il n'avait pas lieu d'être. J'aurais pu avoir un vécu dans ma carrière avec les cycles menstruels, au lieu de les subir, j'aurais pu tirer profit de mon cycle menstruel. Ouais. Et c'est ça, j'essaie aujourd'hui de faire quand je fais de la vulgarisation scientifique et de mettre en valeur ou rendre accessible la recherche sur ces sujets. Et donc sur le site internet FemPower, tu expliques que les femmes ne représentent que 35% des participantes aux études dans le domaine du sport et de la science, et parce qu'en fait c'est embêtant. Enfin, en tout cas par exemple dans les études médicales, donc d'où moi je viens à la base, souvent en fait les femmes elles sont pas prises en compte dans les études sur les effets d'un médicament, etc. Parce que finalement le cycle hormonal c'est un peu embêtant parce que ça peut faire varier certaines données. C'est la même chose en fait dans les études sur le sport et la performance. C'est l'une des excuses, j'appelle carrément des excuses pour ne pas inclure les femmes dans les études scientifiques, c'est les cycles menstruels. Parce que les fluctuations hormonales pourraient être ce qu'on appelle un facteur de confusion. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, nous avons... Facteur de confusion. C'est quand même aussi des termes qui sont hyper forts. Oui, et pour autant, dans la recherche, quand on essaye de faire une étude scientifique, on essaye de contrôler au maximum tous les facteurs pour étudier les seuls facteurs qui nous intéressent. Néanmoins, c'est impossible de les faire. Globalement, on a toujours affaire à des facteurs qui ont une influence éventuellement sur les paramètres qu'on étudie. Ni pour autant, on exclut les hommes dans les recherches. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une excuse pour exclure les femmes. Et dans certains cas, il est possible, oui, que ça soit un problème si on est en train d'étudier l'influence hormonale, mais en ce moment, on peut utiliser les femmes qui utilisent une pilule et une contraception continue. Donc, tout ça pour dire qu'il a un impact majeur des
l'élimination des femmes dans les études scientifiques parce que on connaît moins de la physiologie des athlètes féminines. Okay. Et donc alors, concrètement, en fait, comment est-ce que le cycle féminin influe sur les performances sportives? Quelles sont tes premières conclusions finalement? Alors, après avoir étudié depuis 2020, nous suivons plusieurs sportives des hauts niveaux. On accompagne ces sportives environ en moyenne 6 mois, mais tous les jours, on collecte des données. Donc, c'est quoi tous les jours, des prises de sang ou d'urine? Non, quand même pas. Elle est bien embêtée si c'était le cas. Non, on collecte des données sur une appli pour savoir leur bien-être, savoir si elles ont des symptômes menstruels du type douleur, maux de tête, troubles digestifs. On collecte des informations sur leur sommeil, plusieurs paramètres qu'on sait qui ont une influence à la fois sur la performance, à la fois sur leur bien-être. Mm-hmm. Et on collecte aussi leurs données d'entraînement. Donc, ça dépend de chaque sport. Mais si je prends l'exemple du cyclisme, on va collecter toutes les données des puissances qu'elles développent sur la pédale. Et on peut savoir exactement la puissance développée au cours de l'entraînement, la vitesse, etc. Et de temps en temps, on collecte des données hormonales. Donc, on mesure les hormones sexuelles féminines qui fluctuent au cours du cycle menstruel. Okay. Une fois qu'on a analysé tout ça, notre question était, est-ce que les cycles menstruels ont un impact sur la performance des sportives? Et la réponse est oui, il y a un impact. Mais l'impact, quand on parle d'impact cycle menstruel, on pense à un impact négatif. Mais ce que nous avons trouvé, et c'est là que je trouve que c'est vraiment passionnant, c'est que l'impact du cycle menstruel en bonne santé est un impact positif. On va parler en détail, mais ça et je trouve ça c'est passionnant. Et pour quelles raisons nous ne savons pas tous ces éléments. Ça, je ne sais pas encore, mais ce que nous avons pu trouver, c'est vraiment cet impact positif. Néanmoins, si je reviens à mon histoire en tant qu'athlète, je voyais pas d'impact positif. Je voyais qu'il y a des choses négatives. Parce que c'est vrai que pour l'instant, en tout cas moi, de tout ce que j'ai connu, ça fait quand même 43 ans que, bon non, c'est pas 43 ans que je fais du sport, mais j'ai commencé le sport à 6-7 ans. Donc voilà, ça fait bientôt 40 ans que je pratique le sport. Je me suis formée, j'ai côtoyé plein d'athlètes, pas forcément de très haut niveau, mais plutôt un peu commun des mortels. C'est toujours vécu comme quelque chose de négatif. Qu'est-ce que c'est chiant d'être une femme? Ah, on n'a pas de chance, avec les règles, avec ci, avec ça. C'est toujours un impact négatif. Et d'ailleurs, moi, le premier rapport que j'ai eu avec mes règles, j'ai eu mes règles. Le premier jour de mes règles, en 4e, j'avais une compétition de natation. Ah oui. Tu vois? Et donc, c'était la cata. Donc, je vais voir mes sœurs. Qu'est-ce que je fais? J'annule la compète. Non, je peux pas. On compte sur moi. Donc, voilà. Et là, tu te débrouilles. Et donc, ça a été vraiment directement, mais le côté négatif. Donc, vas-y, parle-nous de ça, alors, de ce côté positif. Alors, mais je peux rebondir sur les côtés négatifs parce que c'est ça qu'on observe très fréquemment. Oui. Et c'est quand je parle d'impact positif, je suis en train de parler d'un cycle en bonne santé avec un équilibre hormonal. Mais l'impact négatif, il vient des symptômes du cycle menstruel. Et les symptômes, ils ne font pas obligatoirement partie du cycle menstruel. Et c'est pour ça que tout ce qu'on aperçoit comme négatif, à part les saignements, que cela fait partie du cycle menstruel, toutes les choses qui en général gênent les sportifs et qui me gênaient quand j'étais sportive, c'est associé aux symptômes. Et les symptômes sont les douleurs, sont les manques, d'énergie, la fatigue, la déprime avec les syndromes prémenstruels. Tout ça fait partie des symptômes. Mais les symptômes ne sont pas une partie obligatoire du cycle menstruel. Les symptômes, ils sont en train de montrer que quelque chose n'est pas équilibré dans ton corps. Donc alors, attends, t'es en train de me dire que donc si on a mal avant ses règles, mal pendant ses règles au début, si on a super faim 3 jours avant ses règles, si on se sent à plat, c'est que c'est pas normal en fait. C'est pas normal. Oui. Tout le monde te dirait c'est normal en fait, tout le monde a ça. Oui. C'est la normalité, mais c'est pas la normalité. C'est très commun. En fait, c'est commun, voilà. C'est commun. Mais ça ne devrait pas être accepté comme normal. Et c'est ça qui en fait malheureusement par manque de connaissances. On pense, comme c'était mon cas, je voyais mes coéquipières, elles souffraient pas autant que moi. Mais c'était juste pour moi, j'ai pas la chance. Oui. Elles ont la chance, moi j'ai pas la chance, oui. Et ça fait partie.
C'est Tout à mon fait. combo. J'ai pas la chance. J'ai pas la chance. Alors que si je reprends mon histoire, déjà en situation des cycles irréguliers, qu'est-ce que c'est un cycle irrégulier? C'est un cycle qui est plus long que 35 jours ou plus court que 21 jours. Donc, dans mon cas, j'avais des cycles qui étaient bien plus longs que 35 jours. Donc, cela déjà montre qu'il y a un déséquilibre hormonal. Il y a quelque chose qui est en train de se passer qui n'est pas très bien. Mais vraiment, c'est pas bien pour la performance sportive, ni pour la santé de la sportive. Qu'est-ce que c'est? Parce que les hormones qui devraient fluctuer et qui vont permettre que l'événement principal du cycle puisse avoir lieu, c'est-à-dire l'ovulation, parce que c'est l'ovulation qui permet d'avoir la menstruation après, elle n'a pas lieu. C'est pour ça que le cycle est de plus en plus long, parce que en fait, on n'a pas réussi à déclencher cette ovulation. Et donc, on n'a pas les règles. Sauf que ça montre qu'il y a des hormones qui sont vraiment très importantes pour la performance, notamment pour la santé osseuse, mais aussi pour nous permettre de construire des muscles, nous permettre de progresser dans le sport pendant longtemps. Elles ne sont pas en train de circuler au niveau qu'il nous fallait. Et donc, c'est déjà un signe d'alerte pour des déséquilibres. Et donc, c'est normal aussi, pas normal, c'est commun d'avoir après des symptômes qui viennent avec. Mais on peut aussi avoir des cycles réguliers et avoir mal. Mais encore ça, on accepte parce que c'est un peu la faute aussi des manques de recherche là-dessus. Tout à parce fait. Parce que les manques de connaissances absolues génèrent un manque de connaissances et fait que les femmes ont dit, c'est comme ça, c'est normal. Mais alors du coup, là, t'es en train de nous dire que c'est pas normal d'avoir mal avant ses règles. Oui, ce n'est pas normal. C'est déjà. Donc on devrait, là, t'es en train de dire qu'on devrait avoir ses règles sans aucune douleur. Tout à fait. C'est ce que je suis en train de dire et qui pour autant. Là, il va falloir que tu nous dises comment faire. Ah, d'accord. Non, mais bon, peut-être plus tard, mais je veux dire, c'est fou, en fait, ce manque de connaissances absolues. Oui. Et cette association totale de cycle hormonal féminin, problème. Oui. Alors que j'ai venais d'expliquer que nos recherches ont montré des choses assez positives par rapport aux cycles menstruels. Mais il est évident qu'il est difficile de voir des avantages quand on est en souffrance. Alors déjà, donc, avant de nous donner les solutions pour avoir moins de souffrance, quels sont justement donc ces avantages? Comment est-ce que le cycle hormonal féminin apporte du positif dans le sport pour les sportifs de haut niveau, mais peut-être aussi pour la femme normale? Tout à fait. Déjà, tout ce que nous avons trouvé chez les sportifs de haut niveau témoigne de la physiologie féminine. Donc, ce n'est pas exclusif aux athlètes de haut niveau. C'est quelque chose qui est transposable à toute femme. Tout niveau. L'échelle respectée d'efforts physiques, c'est transposable parce que ce que nous avons trouvé, ce sont ça témoigne de notre physiologie. Donc, juste pour expliquer l'effet positif, je fais un petit récapitulatif sur comment ça marche, les cycles menstruels, et je vais donner un exemple des cycles menstruels en bonne santé, où il y a un équilibre hormonal que l'on souhaite. Donc, les cycles menstruels, ils commencent lors des premiers jours des règles. Les premiers jours des saignements déclenchent les débuts du cycle menstruel. Le cycle, il est divisé en deux grandes phases physiologiques, avant l'ovulation et après l'ovulation. Mais ce qu'on a pu observer, c'est que l'influence de ces hormones dans le sport et dans le bien-être distingue bien 4 phases. Donc, je vais parler des 4 phases. La première phase, alors, c'est la menstruation, où les hormones sont au plus bas. Après, plus on s'approche de l'ovulation, on est dans la phase pré-ovulatoire. Et dans cette phase-là, on a la montée d'une hormone. Que si c'était une super-héroïne, je dirais que c'est l'hormone Wonder Woman. Pourquoi? Parce que c'est une hormone qui nous rend puissantes, pleine d'énergie, pleine de force. Et c'est ça que nous avons observé en suivant les sportifs de niveau. Elles s'entraînent à bloc tous les jours. Elles sont motivées, elles veulent aller aux Jeux Olympiques chercher une médaille. Donc, c'est une question elles sont tous les jours à l'entraînement,
on peut espérer un entraînement où elles vont se donner à 100%. Néanmoins, on a pu voir qu'en présence de cette hormone-là, les estrogènes, elles étaient en mesure de réaliser la plus haute intensité de leurs entraînements. Naturellement, elles arrivaient à monter plus d'intensité, plus fort, exactement, et rester plus longtemps en haute intensité. Et si on parle d'autres sports, par exemple les footballs, où on avait des mesures des GPS, on voyait que en présence des estrogènes ou à l'approche de cette ovulation, c'est là où elles sont en mesure de faire plus de sprints, plus d'accélération. Elles se reposent moins sur les terrains. Ok. Et ensuite, on a l'ovulation, comme j'ai dit, on l'espère que toutes les sportives puissent l'avoir parce que c'est un marqueur de santé pour les sportives. Après, on pourra revenir là-dessus. Mais après l'ovulation, on rentre dans la phase post-ovulatoire. Dans la phase post-ovulatoire, en plus des estrogènes, il y aura une autre hormone qui va jouer son rôle et qui ne peut avoir lieu que si une ovulation a lieu, que c'est la progestérone. La progestérone, si c'était une super-héroïne, je dirais que ça c'est la Batgirl. La Batgirl, parce que c'est une super-héroïne de la nuit. Discrète, introspective. Et Catwoman. Oui, Catwoman. Ok, let's go. Catwoman, on aime bien. Et elle a une action sur notre corps d'introspection, de concentration, des repères cognitifs importants et joue un rôle antidépressif aussi. Donc, c'est une hormone extrêmement importante aussi qui joue sur notre bien-être. Et aussi, toutes les deux ont un rôle important sur la santé osseuse, notamment les estrogènes, mais toutes les deux ont son importance pour réguler les métabolismes osseux. Et après, on rentre dans la 4e phase, ces hormones vont chuter, et c'est la phase prémenstruelle. Et quand ces hormones vont chuter, on va déclencher les règles si l'ovulation est là au lieu et c'est reparti pour un nouveau cycle. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est que les femmes, elles sont en mesure de performer dans toute phase du cycle. Elles sont en mesure de performer. Ça, c'est très important de dire. On est en mesure de performer dans toutes les phases du cycle. Donc, en gros, si les Jeux Olympiques tombent 3 jours avant tes règles, t'es dans la même mesure de performer que si ça tombe dans ta phase juste après tes règles. Oui, t'es en mesure de performer dans toutes les phases. Néanmoins, si tu souffres avec les symptômes, là, les symptômes, ils peuvent handicaper ta performance. C'est pour ça. C'est seulement si c'est bien équilibré. Oui, exactement. Et par contre, ces boosts hormonales que j'ai parlé en phase pré-ovulatoire, elles peuvent être vraiment très intéressantes à tirer profit à l'entraînement. Parce qu'un jour de la compétition, la performance, les jours J, c'est construit avec les entraînements au cours du temps. C'est toute la somme de tous les entraînements qui vont jouer les rôles les jours J. Et ces différences-là, avec l'adrénaline, la motivation du jour, c'est pas les phases qui vont jouer un rôle, comme j'ai dit, sauf en cas de souffrance. Parce qu'on a on fait de la rétention d'eau, par exemple. Ou bien. Des énormes douleurs. Comme c'était le cas d'Elona Salpeter aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle était attendue pour une médaille, au marathon. Elle avait fait 5 mois avant les Jeux, la même épreuve, une course en 2h17. Les jours J, c'était son premier jour de règles. Elle a dû s'arrêter au milieu de la course tellement elle avait mal. Elle a fait le marathon en 2h48. Donc là, oui, je peux pas dire qu'on peut, en présence des symptômes, il y aura un impact. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de combattre les symptômes. Donc on comprend que pendant la phase des règles, on s'entraîne peut-être plus doux, plus soft. Ensuite, pendant la montée d'œstrogène, là, on peut s'entraîner à fond, à bloc. Et là, pendant pendant l'augmentation de la progestérone, où tu parles de cette Catwoman introspective, ça va être plutôt quel genre d'entraînement dans ces cas-là? Je ne ferai pas une recommandation générale comme ça, parce que je viens de donner les résultats de nos recherches scientifiques montrant l'effet du cycle. Mais ça, c'est on va dire, une sorte de moyenne de toutes les sportives qui ont été étudiées. Néanmoins,
chaque femme a son profil hormonal. Quand je parle des profils hormonaux, c'est comment je réponds à ces fluctuations hormonales. C'est-à-dire, il est alors important avant d'essayer de commencer à adapter l'entraînement, il y a beaucoup d'étapes en amont. Je vois beaucoup partout maintenant des gens qui recommandent de faire l'adaptation de l'entraînement en fonction du cycle. Mais dans quelles conditions? D'abord, il faut savoir, est-ce que le cycle il est en bonne santé? Parce qu'on va pas s'adapter à quelque chose qui n'est pas en bonne santé. Okay. Pour pouvoir tirer profit du cycle, déjà, il faut vérifier que ce cycle il est en bonne santé. Ça, c'est une première étape. Donc, si on souffre avec beaucoup de symptômes, déjà, un très grand bénéfice pour la performance, c'est d'essayer d'éliminer les symptômes. Ça, c'est la première chose. On aura plus de bénéfices. Et une fois qu'on trouve cette paix avec notre cycle, qu'on arrive à bien les vivre, hein, qu'on n'est plus, on ramasse pas pendant les règles, on n'est pas énervé juste avant, qu'on n'a pas de douleurs quand on s'approche de l'ovulation, qu'on est bien. Là, oui, on pourra parler d'adaptation pour tirer profit. Et donc, alors, comment est-ce qu'on retrouve une santé dans son cycle hormonal? Est-ce que c'est plutôt lié à l'alimentation? Est-ce que c'est plus s'alimenter, choisir certains aliments? C'est quoi exactement? Ou est-ce que c'est autre chose? Alors, c'est un peu de tout ça. Parce que j'aurais adoré avoir une réponse magique. Il suffit ou telle pilule va faire ça. Non, malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Parce que un cycle, il est juste en train de nous dire ce qui se passe dans notre corps. C'est vraiment un indicateur de la santé de la femme en âge reproductif. C'est son cycle menstruel. Donc ça, c'est vraiment très important de retenir parce que rechercher à avoir un cycle en bonne santé, c'est améliorer sa propre condition de santé. Et donc, ça passe par plusieurs paramètres. Donc, comme tous les paramètres de santé, une alimentation saine joue un rôle là-dessus. Bien sûr, tous les facteurs liés à une bonne hygiène de vie, notamment les sommeils, jouent un rôle là-dessus parce que, juste une petite explication physiologique, les cycles menstruels, on peut penser que c'est quelque chose lié juste aux ovaires, à l'utérus, mais pour qu'ils puissent avoir une fluctuation hormonale équilibrée, il est à savoir que l'utérus, les ovaires, ils sont connectés avec notre cerveau via des hormones qui circulent et qui donnent des informations, les moments de libérer telle hormone, ça se passe au niveau de l'hypothalamus. C'est ce qu'on appelle l'axe gonadotropique. Mais c'est une sorte de wifi. C'est le cerveau reptilien, quoi, le cerveau. En fait, c'est au niveau de l'hypothalamus, la même région qui contrôle le stress. C'est pour ça que j'ai parlé de l'hygiène de vie. Il va contrôler la libération de certaines hormones jusqu'à l'hypophyse, aussi au niveau du cerveau, qui va envoyer des messages aux ovaires pour la libération des hormones qui vont fluctuer. Donc, tout ce qui peut affecter au niveau du cerveau, au niveau du stress, parce que c'est toute la même région qui communique avec les ovaires, il va avoir une influence sur les cycles menstruels. Et donc, l'hypothalamus, il est sensible au stress. Et donc, il y a les fluctuations des cortisol, une autre hormone, mais globalement, des gens qui ont un train de vie extrêmement accéléré, qui ne dorment pas assez, ou alors n'ont pas une bonne qualité de sommeil, va avoir une influence sur son cycle menstruel. Donc, ça, c'est quelque chose déjà à essayer de régler. Il y a aussi l'alimentation saine. Et là, sur l'alimentation, on peut parler longuement. Oui. Mais sur l'alimentation, il y a un facteur pour être plus clair, il faut séparer en deux. Toutes celles qui souffrent avec un cycle irrégulier, donc plus court que 21 jours, plus long que 35 jours, voire non pas des cycles. Et là, la première chose, déjà, c'est, si on exclut une grossesse, déjà, oui, mais à vérifier avec les médecins, un professionnel de santé, toute autre cause qui pourrait être liée. Parmi les sportives, même pas de haut niveau, qui font du sport régulièrement, la plupart des cas, ces cycles irréguliers ou l'absence de règles est lié à un déficit énergétique. Donc, pas assez de calories. Pas assez de calories. C'est comme une voiture. Si on met pas de l'essence, elle va pas très loin. C'est la même chose qui marche avec notre corps. Si on ne donne pas assez d'énergie,
mais il doit continuer à courir, si c'est le sport, on va dire, il doit continuer à nager, mais le cerveau, on peut pas l'arrêter, tous les autres organes doivent continuer, mais il manque d'énergie. Il va retirer alors de là où ce n'est pas prioritaire, le système reproductif. Donc, les cerveaux, ils comprennent qu'il est en situation de stress là. C'est un peu comme une situation presque pour les corps de guerre. Oui, où c'est pas le moment de faire des bébés, quoi. Exactement. Là, elle n'est pas en sécurité alimentaire. Donc, il lui manque de l'énergie. Donc, j'arrête le système reproductif. Okay. Mais en faisant ainsi, il y a un autre, et ce qui va se passer, c'est que les hormones ovariennes, celles qui sont produites au niveau des ovaires et que je viens d'expliquer, la Wonder Woman et la Cat Girl, la Bad Girl, elles ne vont pas circuler. Et cela aura un impact sur la santé, non seulement la santé dans le sport, mais au-delà. Mais en premier temps, ce qui nous intéresse parce qu'on parle de sport, c'est sur la santé de les sportives. Et là, quand les règles, elles sont absentes, on commence à avoir de moins en moins ces hormones qui jouent un rôle sur la santé osseuse et on augmente énormément les risques de blessures. Okay. Notamment les risques des fractures, des fatigues. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup des femmes endurantes, qui sont celles qui pratiquent des sports, des courses à pied, l'Ironman, et qui, malheureusement, souffrent avec des fractures, des fatigues, des répétitions. Alors que, si on prend l'exemple d'une coureuse, elle a, normalement, il est attendu, parce qu'elles font du sport, d'avoir une densité osseuse, donc des os plus solides, parce qu'il y a beaucoup d'impact, c'est ça qui génère la force osseuse. Néanmoins, elles ont des fractures répétées. Parfois, elles ont tellement peu d'estrogène et de progestérone que la fracture de fatigue est même pas au niveau du tibia, par exemple. C'est au niveau du sacrum. C'est au niveau du bassin. Tellement la densité osseuse, elle est faible, alors qu'il devrait être un peu plus solide. Et ça impacte énormément la carrière d'une sportive. Oui, et ça, c'est lié à pas assez de calories ingérées. Tout à fait. À cause du stress de prendre du poids et d'être moins performante. La raison pour laquelle on n'a pas assez de calories, elle est très variable entre une femme et l'autre. Certaines, mais on sait que la pression pour être fine dans les sports où il y a une influence du poids sur la puissance, elle est immense. Mais il y a des sports où la pression, c'est pour l'esthétique. Certains sports, sont les catégories des poids. Ah oui. Et ou parfois, c'est une croyance de la sportive que si elle mange, elle ne sera pas performante. Et parfois, c'est juste un manque de connaissances. Par exemple, si je reviens encore une fois dans mon histoire, parce qu'il illustre bien tout ce qu'on est en train de dire, je disais que j'avais pas plus de 4 règles par an. Et j'ai eu des fractures de fatigue. Mais pourtant, si on me demandait si j'ai mangé beaucoup, tout le monde autour de moi disait d'ailleurs que j'ai mangé énormément. Parce que, je suis petite. Et quand ils voyaient mes assiettes, j'ai mangé énormément. La question, c'est que malgré cela, je ne mangeais pas assez. Parce que ce n'est pas une question des quantités que tu manges, les moments où tu t'arrêtes à manger. Mais je pouvais faire 5 heures d'entraînement par jour sans manger pendant l'entraînement. Ou boire au moins un pot de sucre au cours de l'entraînement. Et ça a un impact. Ça joue aussi. Et donc, parfois, c'est juste un manque de connaissances. Et quand je discute avec des sportifs qui n'ont plus leurs règles, 9 sur 10 ont dit non, mais je mange correctement. Oui, mais ton corps, il réclame plus. Et si plus on est musclé, plus il demande de l'énergie. C'est pour ça que c'est pas non plus uniquement une question des sportives très fines. Bien sûr, la plupart des cas, c'est parce qu'il manque des masses graisses qui est nécessaire pour la production de ces hormones. Et donc, c'est pas juste une question de ne pas vouloir manger, parce que heureusement, j'ai été épargnée des troubles du comportement alimentaire, mais ça peut jouer son rôle. C'est un autre sujet, oui. Mais il y a aussi des croyances du type, je peux pas manger du gras. Ça fait grossir. Oui, alors qu'il est essentiel de manger du gras quand on est, déjà une femme, et d'autant plus si on est une femme sportive. Il y a des bons gras à manger. Et ces gras, ils sont essentiels pour la production des hormones. Donc, croire qu'on peut pas manger du gras, croire qu'on peut pas manger des glucides, et tout cela,
si on n'est pas en bonne quantité et qualité, aura un impact. Et donc il y a l'alimentation au cours des repas, oui, suffisante, les bonnes graisses, et il y a aussi donc cette alimentation pendant le sport. Pendant le sport. Même pour des personnes qui sont pas en performance mondiale. C'est vrai que, par exemple, moi, par exemple, dans ma communauté, j'ai pas mal de personnes qui s'entraînent pour des semi-marathons, du marathon, des trails. Et là, en fait, c'est vrai que de manger pendant l'entraînement, c'est pas très bien encore compris, quoi. Ou souvent, elles le disent, ah oui, mais ce sera pour le jour de la course. Mais non, c'est aussi pour les entraînements, en fait. Dès que ça dépasse 1 heure et demie. Déjà, il est pratique de toujours espérer de faire en compétition ce qu'on fait à l'entraînement. Donc, déjà, on entraîne même les systèmes digestifs, on l'entraîne. Hein. Ça, c'est important. Tout à fait. Et donc, c'est qu'on souhaite faire une compétition, on fait à l'entraînement. Et il est recommandé, à partir de 45 minutes d'entraînement très intense, ou à partir d'1 heure d'entraînement, de commencer à manger ou à boire sucré. Exactement. Après, la quantité, idéalement, il vaut mieux être accompagné par un professionnel de la nutrition pour bien établir ce que chaque personne a besoin là-dessus. Mais ça permet déjà à ta communauté de s'interroger, parce qu'il a peut-être quelqu'un qui est en train de nous dire, de nous écouter, c'est dire, bon, mon cycle, il est régulé, et qui pense qu'il mange bien, pense qu'il mange en grande quantité, et pour autant, il y a encore des symptômes. Il y a encore des choses qui peuvent être faites pour améliorer cela. Et il y a aussi parfois demander de l'aide d'un professionnel est très très important, parce que on peut avoir l'image de que on mange bien. Et j'ai beaucoup de sportifs qui me contactent sur mon Instagram et qui me disent non, mais je suis pas toute fine. Donc il y a pas de raison, j'ai pas mes règles, mais je suis pas toute fine. Alors déjà, juste dire ça, je suis pas toute fine, ben c'est très subjectif, parce que normalement quand je vais voir leur profil sur Instagram et je les trouve très fines, et donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir de l'aide là-dessus, oui. Donc, en gros, tu nous parles pour cette santé hormonale de la gestion du stress, du sommeil, de l'alimentation en général, et aussi de l'alimentation pendant son entraînement. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent jouer déjà sur sur la santé hormonale? Oui, les perturbateurs endocriniens. Là, on sait que malheureusement, ils sont partout. On peut pas ni commencer à essayer de tout contrôler, on ne peut pas, mais tout ce qu'on peut faire pour éviter des perturbateurs endocriniens, il peut être utile. Par exemple, on met des odeurs à la maison avec toutes sortes les bougies parfumées là. Ou des produits en spray par exemple. Pour certaines personnes, ça ne fera pas mal, mais si on est déjà en train de trouver des problèmes dans les cycles, tout ce qu'on peut faire pour éliminer, ça sera utile. Par exemple, les poêles en téflon, aussi de cuisiner en poêle de téflon, ça fait partie des perturbateurs. Il faut éviter le téflon. Oui, après choisir plutôt l'inox. Oui, tout ce qui, si on peut utiliser des produits avec un moins par exemple les plastiques, on sait très bien éviter les BPA. Donc si on a des gourdes qu'on boit tous les jours à l'entraînement, c'est du plastique, il y a du BPA, où on chauffe notre nourriture avec des plastiques mous en fait, c'est ça. Il y a des perturbateurs endocriniens. Est-ce que c'est pas une chose qui va déclencher tout cela, mais plein de petites choses. Okay. Donc ça, c'est toujours intéressant d'essayer il suffit de taper là, ChatGPT, dis-moi quels sont les perturbateurs endocriniens. Et là, t'as une liste comme ça, et là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vivre sur la planète Mars. C'est compliqué. On ne peut pas. Mais c'est toute démarche qu'on peut faire déjà, dans le faisable, dans les faisables, exactement. Mais là, pour une sportive, je commencerai la meilleure piste, c'est vraiment essayer de rééquilibrer l'apport, c'est qu'on mange en termes de quantité et qualité nutritionnelle, et c'est qu'on dépense. Du moment qu'il reste ces déficits, bien sûr, c'est normal d'avoir un peu de déficit si on souhaite perdre du poids. C'est comme ça qu'on perd du poids. Mais des gros déficits, et qui reste sur les longs termes, c'est là qui pose un problème. Ok. Et donc là, tout ce dont tu nous parles, bien sûr, c'est pour les personnes qui ne sont pas sous contraception hormonale. Alors,
Ce que je parle, c'est pour les personnes avec un cycle naturel, mais parfois, parfois non, c'est là peut être utile pour toutes les sportives. Le problème, c'est qu'en prenant une contraception hormonale, on ne peut pas savoir si notre cycle est régulier ou pas. Et si on est en santé finalement, du coup. C'est ça. Et donc, pour celles qui prennent une contraception hormonale, il est important de doubler l'attention là-dessus. Parce que, je tiens parce que ça peut être plutôt vu comme une solution de facilité. Oui. C'est-à-dire, tout ça, ça me saoule, j'ai pas le temps, je vais pas me prendre la tête, je prends la contraception hormonale pour que finalement tout soit lissé. Là, et oui, et ça c'est un vrai problème. Et j'ai déjà, en discutant avec certaines sportives, on a déjà eu des cas, par exemple, des sportives qui a 17 ans, elles n'avaient pas eu encore leurs règles. Déjà, ça c'est un autre paramètre que j'ai important à savoir. Il faut, après 15 ans, si on n'a pas eu les règles, il est important d'aller vérifier la raison. Ok. Pour une sportive, en général, c'est lié à ces déficits-là. Ok. Sauf que c'est là, à cet âge-là, qu'on est ado, qu'on est en train de développer aussi notre capital osseux. C'est comme un livret A, on va dire, on ne compte pas épargne. Et si on a, à un moment donné, ça tarde à venir les règles, ça veut dire que ça tarde à venir l'ovulation. Et donc, les fluctuations hormonales essentielles pour nous. Et c'est qui j'ai pu voir avec certaines sportives, elles n'avaient pas leurs règles à 16 ans, à 17 ans, et elles ont commencé à prendre la pilule, alors qu'elles n'avaient pas eu leurs règles. Sauf qu'en prenant la pilule, elles vont avoir des saignements. Elles vont se dire, tiens, c'est bon, j'ai mes règles. Non. Il y a, les saignements avec la pilule ne sont pas des règles suite à une ovulation. Ce sont des saignements parce qu'on coupe d'un coup les hormones. Et donc, ces sportives-là, elles sont peut-être elles devraient essayer de corriger ces déficits énergétiques parce qu'elles sont pas en train de produire les estrogènes, elles sont pas en train de produire la progestérone, elles sont pas en train de produire aussi des niveaux corrects de testostérone. Et ça a un impact énorme. Et en prenant la pilule, ça peut cacher tout ça. Mm-hmm. Donc, ça, c'est quelque chose aussi important à savoir. Avant de commencer à prendre la pilule, pour une sportive, il faut savoir. Et donc, toi, tu conseilles plutôt aux sportifs, du coup, de ne pas prendre de contraception hormonale? Ah non, absolument pas. La contraception hormonale, elle est excellente. Et déjà, c'est une contraception. Et si la sportive, elle a besoin de contraception, c'est un choix excellent. C'est pas ça. C'est juste que ne pas commencer à prendre une pilule comme moyen de retrouver des règles. Déjà, parce que sinon, on ne traite pas la cause. Pourquoi est-ce que je n'ai pas mes règles à 17 ans, à 16 ans? Et là, parce qu'il aura un impact plus tard pour sa santé osseuse. Donc, on essaie de corriger les problèmes. Et après, ou en parallèle, on peut prendre la pilule, mais sachant qu'il faut corriger un problème. Par contre, entre est-ce que je recommande pilule ou cycle menstruel, déjà, je suis pas gynécologue, je recommande pas. Mais j'ai trouvé il est essentiel pour les sportifs de se sentir bien, de se sentir en sécurité. Si elle a besoin de contraception, elle s'adapte bien à la prise de la pilule. Elle n'a pas beaucoup d'effets indésirables. C'est-à-dire, parce que j'ai déjà eu des sportives, en discutant avec elles prennent la pilule, mais elles ont mal pendant la semaine de pause de la pilule. Elles ont des maux de tête un jour sur deux. Non, mais ça, c'est pas normal non plus. C'est parce que c'est un médicament. Oui, c'est pas toujours forcément très bien supporté. Exactement. C'est ça que je trouve drôle parce que si on commence à prendre un médicament et on a des effets secondaires, on va chez le médecin, on dit, ça va pas, j'ai ça et ça. Par contre, beaucoup de femmes acceptent d'avoir plein des effets indésirables sous pilule. Mais c'est un médicament, c'est ça. Si t'as autant de symptômes, tu vas voir ton gynéco, va discuter et tu peux chercher d'autres pilules. Et je dis pas pour arrêter la contraception, c'est juste de trouver une qui correspond au mieux à ton profil. Et on peut pas négliger l'impact de tous ces effets indésirables, comme les symptômes dans un cycle menstruel, au cours d'une saison d'entraînement. Si c'est 3 jours, 4, 5 jours par mois, on a des symptômes. Notre entraînement, et on a pu montrer scientifiquement que l'entraînement, la qualité de l'entraînement, elle est inférieure en présence des symptômes. Donc, 5 jours de symptômes par mois, à la fin d'une année,
on a perdu presque 2 mois d'entraînement. Et ça a un impact sur la performance au jour J. Parce que c'est la construction de tous ces entraînements qui va faire la différence. C'est la consistance, c'est la régularité. La régularité. Ouais, tout à fait. Et donc malgré tout, j'ai bien compris que tu dis qu'il faut avant tout jouer sur sa santé hormonale, mais est-ce que c'est quand même opportun désormais de parler aux femmes en leur disant si vous n'êtes pas sous contraception hormonale, en début de cycle plutôt du sport intense, en fin de cycle autrement. Est-ce que ça reste c'est un discours qu'on va entendre de plus en plus? Est-ce qu'il est vrai ou pas? Oui, là, c'est qu'on a pu voir et on a pu constater dans nos études qui sont assez pour récentes, se servir en fait du cycle hormonal de façon positive. C'est une façon de se communiquer avec son propre corps et c'est qu'on a pu voir et on a publié, ce sont des études récentes, là, ça date de cette année, on a pu voir en sorte des fenêtres, des meilleures adaptations à l'entraînement. Et cette fenêtre-là, ça nous permettrait de bien augmenter la charge d'entraînement en diminuant les risques des blessures ou des surentraînements ou des surcharges. Et dans l'idée de favoriser l'adaptation à la charge. Parce que c'est cette adaptation à la charge qui crée la performance. C'est qu'on s'adapte bien. Si on fait si la charge elle est trop élevée, on risque de se blesser. Si elle n'est pas assez élevée, on ne progresse pas assez. Donc, identifier ces fenêtres et augmenter la charge. Et à l'inverse, il y a identifier la fenêtre de récupération pour augmenter le temps de repos. Parce que c'est là, notre corps a besoin de plus de repos. On l'écoute et on donne plus de repos parce que la récupération fait partie aussi de l'entraînement. Tout à fait. Donc, quand on arrive à synchroniser notre entraînement avec ces 2 fenêtres, oui, on peut espérer d'améliorer la performance parce que tout simplement on est en synergie avec notre propre corps. Et donc pour une femme lambda qui s'entraîne peut-être entre 3 et 6 heures par semaine, ça correspondrait à quoi par exemple? Alors avant de lui donner des indices là-dessus, il est important de savoir que ça varie d'une femme à l'autre. Okay. Donc la première chose, c'est que chaque femme puisse déjà, avant de commencer à suivre des indications généralistes, de savoir ce qui marche pour elle. Déjà, juste pour donner un exemple, en suivant des sportifs, certaines, leur fenêtre, j'appelle ça la fenêtre optimale, c'est celle de meilleure adaptation à très haute charge d'entraînement. Pour certaines, ça comprend la phase de menstruation. Pour certaines, non. Donc, j'invite tous les sportifs qui souhaitent faire cette connexion avec leur cycle menstruel, de s'auto-évaluer pendant au moins un cycle, qu'elles puissent se poser des questions, identifier donc les c'est quoi, par exemple, t'écris chaque jour, donc premier jour des règles, comment tu te sens vis-à-vis de ton sport, qu'est-ce que t'as fait? Oui, tout à fait. Okay. Parce que là, au lieu de suivre une tendance, au lieu de suivre des recommandations qui ne s'appliquent pas super intéressant ça, suivre, d'avoir son propre carnet. Oui. Non, mais c'est super intéressant. Et d'ailleurs, ça, parce que j'avais tellement de demandes là-dessus, mais comment on peut faire ça et comment on peut s'auto-évaluer, que j'ai participé de façon bénévole à la création d'un kit qui s'appelle Cyclomy, qui permet de faire cette évaluation. Donc, on a créé ça. Moi, je participe bénévolement. C'est quoi, on télécharge? On télécharge pas, c'est un kit, c'est un coffret matériel qui permet de suivre les cycles, de se poser les questions. C'est un guide pas à pas qui permet les femmes de s'interroger. Cyclomy. Ça s'appelle Cyclomy. Ça veut dire, c'est cette haute évaluation du cycle, mais ça permet aussi d'identifier l'ovulation. Est-ce que j'ovule pas? Et de savoir quels sont les symptômes que je ressens. Et après, c'est moi qui a rédigé toute la partie scientifique des recommandations pour savoir, en fonction du profil identifié, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus subir mon cycle? C'est-à-dire, parce que j'adorerais arriver ici et dire, si t'as mal aux règles, fais ceci, fais cela. Ouais. Si t'as la déprime, fais ceci, fais cela. Sauf que je peux pas dire ça parce qu'il faut d'abord que la personne puisse savoir quel est son profil hormonal. Déjà, elle ovule pas. Parce que si elle ovule pas, la première chose, c'est corriger l'absence d'ovulation. Si elle a un cycle irrégulier, on va régler cela. Et après, ok, j'ovule, mais quand même, j'ai encore trop mal. Donc,
on va lui interroger sur ses habitudes. Normalement, juste pour donner un exemple concret, si pour beaucoup de femmes, parce que les études montrent cela, qui ont des douleurs des règles, dans les cas des cycles ovulatoires, si on pose la question, combien de fois par semaine tu manges des poissons gras? Rarement. La réponse est rarement. Alors que des poissons gras, et ils sont... Sardines, maquereaux, harengs, saumon. Exactement. Ils sont très riches en oméga 3. Qui est anti-inflammatoire et qui joue un rôle essentiel pour la douleur des règles, parce que la douleur des règles, elle vient de la libération des prostaglandines, qui est inflammatoire. Ce sont des substances inflammatoires qui vont agir sur l'utérus en les contractant. C'est cette contraction-là qui fait mal. C'est pas qu'il y a la contraction aussi, c'est le manque d'oxygénation sur les tissus. C'est comme quand on fait du sport et commence à manquer un peu d'oxygène, on dit qu'on est lactique. C'est la même chose. Okay. Et donc, ça, c'est cette libération des prostaglandines en excès qui fait la douleur des règles. Et donc, c'est pour ça que pour les douleurs des règles, les médicaments sont des anti-inflammatoires. Mais on peut prendre des médicaments et ça, si à un moment donné les douleurs sont trop importantes, et surtout pour une sportive qui veut performer, elle peut aller voir les médecins pour dire non, ça c'est pas possible de performer comme ça. Il va lui donner probablement des anti-inflammatoires non stéroïdes, mais aussi ça montre quoi? Que l'alimentation, elle pourrait être améliorée dans le sens d'être anti-inflammatoire. Et donc, c'est déjà un corps qui réclame quelque chose dans ce sens. Ok. Donc, tu m'as toujours pas répondu, mais c'est pas grave, je te demande quand même, je répète 1000 fois mes questions. Donc, en gros, est-ce qu'on peut dire, donc, première phase du cycle, on va plutôt aller dans l'intensité, et la deuxième phase du cycle, cette Catwoman Bad Girl, ça correspond à quoi sportivement parlant? Okay. Donc, si je prends, pour répondre concrètement à ta question, je vais prendre les cas du profil hormonal classique. Okay. Disons que j'ai identifié ma meilleure fenêtre, c'est la première moitié du cycle. Okay. Donc, un exemple concret, c'est de monter l'intensité d'entraînement. Je monte l'intensité. Donc, ça dépend de chaque sport. Si je prends le sport, la course à pied, je vais mettre et que la personne, elle s'entraîne, on va dire, 4 fois par semaine. Et qu'elle fait normalement 1 fois par semaine, elle fait du fractionné. C'est intense. Et elle fait ça 1 fois par semaine. Toutes les semaines, elle fait un fractionné. Donc, dans sa fenêtre optimale, qu'elle a identifiée. Donc, là, dans mon exemple, la première moitié du cycle, je dirais, fais 2 fois fractionné. Par semaine. Okay. Et dans la fenêtre de récupération, tu enlèves un fractionné et tu mets un entraînement long. Okay. Donc, une sortie longue. Et là, tu vas déjà être dans une situation où ton corps, il a plus de probabilités à mieux s'adapter au fractionné. Okay. De générer des réponses positives, parce que c'est ça qu'on cherche quand on s'entraîne. Générer un stress dans les corps pour qu'ils puissent s'adapter et progresser. Et là, tu sais que tu as plus grande chance de progresser. Et tu sentiras même que tu as plus d'énergie, parce que parfois, tu vas dire, aujourd'hui, c'est un fractionné. J'ai un peu la flemme. C'est peut-être parce que c'est pas ta fenêtre optimale. C'est parce que c'est bientôt les règles, quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai que moi, depuis que je te suis, ça fait quoi, 1 an et demi, j'essaye de me connecter à ça et vraiment, je m'en rends compte. C'est-à-dire que très proche des règles, je vais quand même le faire, ce bon sang de fractionner, mais je vais être nulle. Enfin, je vais le faire, mais je vais pas du tout tenir les vitesses que j'aimerais avoir ou que j'ai en début de cycle. C'est sûr. J'ai les jambes beaucoup plus lourdes, je me sens beaucoup moins tonique. Et c'est ça, l'idée c'est d'avoir toujours, dans la mesure du possible, plus d'entraînements productifs. Parce que ce sont les entraînements productifs qui génèrent la performance. Donc, pourquoi pas, ces jours-là, que tu sens que tu ne vas pas être très productive, tu sors de la haute intensité, tu fais du volume. Parce que ce qu'on a pu montrer, c'est que les femmes, elles peuvent s'entraîner en volume, toute phase du cycle. Okay. Toute phase. Tu diminues l'intensité, tu augmentes les volumes et vas-y. Il n'y a pas de souci. Une autre question que j'ai, c'est, tu me dis, il faut se faire accompagner de professionnels et tout, mais moi, 1 ou 2 fois, j'ai tenté d'en parler soit à mon médecin du traitant, soit à ma gynéco. Pourtant, c'est des femmes, hein. Et tu vois, elles sont intéressées par le sport et tout, mais vraiment, zéro connaissance. Donc, à qui est-ce qu'on s'adresse, en fait, pour pas non plus tomber dans le charlatanisme? Oui. Qui est-ce qui peut vraiment nous aider pour suivre ça?
Ça, c'est vraiment... Je suis désolée pour les gynécologues. Il y en a certainement des très très bien partout. Voilà, il y a toujours. Mais en tout cas, moi, les quelques fois où j'ai essayé d'aborder ce sujet, c'est non. Et j'ai ressenti ça aussi parce que à chaque fois, j'envoie les gens, j'invite les personnes à chercher des médecins quand elles ont beaucoup de douleurs. Et il y en a plusieurs qui malheureusement vont leur dire c'est normal. Voilà. Exactement. Ibuprofène, allez hop. Oui. Ou alors, comme c'est le cas des sportifs que j'ai mentionné. Ouais, ça, il y en a beaucoup. Arrêtez le sport quand vous avez mal. Non. Surtout, n'arrêtez pas le sport. Parce que le sport, il est extrêmement bénéfique pour la santé physique et mentale. Bien sûr, si à un moment donné, on est en mesure de supporter des charges très élevées d'activité physique. Mais c'est à un moment donné aussi, on a une montée très brusque de la charge d'entraînement. Là, oui, on peut alléger et pour faire une progression un peu plus graduelle. Mais aller chercher la cause. Mais la réponse, arrêter le sport, elle n'est pas la bonne réponse. Et pour autant, j'ai déjà vu tellement de médecins. Donc, du coup, vers qui est-ce qu'on s'oriente? C'est quoi? C'est des nutritionnistes qui s'y connaissent? Hormonothérapie? Qu'est-ce qu'on doit chercher comme spécialité? Sont les professionnels de santé et espérer de trouver les andrologues? Les spécialistes des hormones? Des endocrinologues, des gynécos bienveillants, des sages-femmes. Oui. Les sages-femmes, elles sont... je sais pas si c'est assez formé dans les sports, mais ça je pense que ça va avec les personnes qui s'intéressent plus dans les domaines. C'est un peu la chance, quoi, bouche à oreille. Oui. J'ai déjà eu beaucoup je sais pas, c'est pas ce qui est dans mon réseau, il y a beaucoup de naturopathes, mais je les sens assez à l'écoute du corps. Donc, malheureusement, il faut chercher jusqu'à trouver un professionnel à l'écoute. Et donc ici, c'est un podcast de la longévité. Donc on parle quand même du vieillissement, de la prise d'âge et donc la ménopause qui est un peu ce moment très particulier de changements hormonaux chez la femme, la la préménopause, la ménopause, la post-ménopause. Est-ce que ça peut être positif? Alors, la ménopause, c'est pas mon sujet d'expertise. Donc peut-être que si on commence à réaliser plus d'études scientifiques, on trouvera aussi des points très positifs. Il y aura sûrement. Mais là, ce que je peux dire, basé sur mes recherches sur les sujets, c'est que déjà, bien se connaître pendant qu'on a un cycle menstruel pourra nous permettre de mieux anticiper la périménopause et la ménopause. Alors, comment ça? Déjà, on commence en réglant les problèmes majeurs, donc l'absence des cycles, parce que ça aura une contrainte énorme après la ménopause, parce qu'après la ménopause, les hormones sont au plus bas. Et donc, c'est ça le problème d'ailleurs quand les athlètes n'ont plus leur cycle. Elles ont un cycle, en fait, elles ont des niveaux d'hormones ménopausiques, des ménopauses. C'est ça que ça veut dire qu'on n'a plus la règle dans le sport, on a des niveaux hormonaux comme si on était en ménopause. Alors qu'on sait qu'on rentre à la ménopause, il est plus difficile de construire des muscles. Donc, c'est pour ça que plus on va anticiper la ménopause en s'entraînant en force, et ça c'est quelque chose aussi qui est important pour les femmes, prendre des muscles, s'entraîner en force, parce que ça aussi, ça joue un rôle sur la santé et la longévité. Ok. Pour être dans les thèmes. Et puis, mieux se connaître, ça nous permet d'anticiper dans le sens où, si on observe nos cycles et la longueur, on saura qu'on s'approche de la phase de périménopause. Parce qu'il y a des études fantastiques là-dessus montrant que quand on commence, déjà notre cycle, il devrait être plutôt régulier tout au long de la phase fertile. Il est un peu plus instable lors des premières années post-règles parce qu'on n'a pas encore trouvé notre équilibre hormonal. Donc, il devrait être alors plutôt équilibré. Mais à l'approche d'environ, on va dire, 40 ans, si on observe bien, les cycles commencent à être de plus en plus petits, plus courts. Et donc, les cycles ils commencent à être plus courts. Quand ils vont commencer à être plus longs,
c'est là qu'on rentre dans la phase de périménopause. Bon, il y a d'autres critères aussi, mais globalement... Donc, ça raccourcit sur quelques années et ça rallonge. Et quand il commence à rallonger, c'est là qu'on est en train de rentrer dans la périménopause. Oh, et donc, aussi, si on connaît nos phases hormonales, on sait quelles hormones, en général, on répond bien à la présence de ces hormones. Par exemple, j'ai déjà identifié, je suis dans les cas classiques que j'ai cités, à l'approche de l'ovulation, il y a la montée des estrogènes, ça pour toutes les femmes, et je réponds bien à cette phase. Donc je sais que les estrogènes, j'ai une bonne relation avec cette hormone, on va dire. Et à l'approche de la ménopause, ça va commencer à diminuer. Donc tout c'est qui j'ai ressens quand ça diminue les estrogènes au cours de mon cycle, je peux savoir que je vais un peu espérer les vivre à l'approche de la ménopause. Okay. Ce que je peux faire en attendant, c'est vraiment essayer de trouver un profil hormonal équilibré et que ça passe par l'alimentation, l'hygiène de vie et la pratique d'activité physique, bien évidemment, qui est un facteur qui favorise un passage plus facile pour la ménopause, avec moins de symptômes. Donc, plus on est équilibré pendant sa phase fertile, moins on aura de symptômes ménopausiques désagréables pendant cette transition. C'est ça que tu es en train de nous dire. C'est pour ça que plus on peut se connaître en amont, et ça sera essentiel, parce que si on est en train de prendre la pilule jusqu'à l'approche, déjà, on ne devrait pas. Certaines pilules sont contre-indiquées à partir des 35 ans. Parce que les risques augmentent. Donc, dès qu'on arrête la pilule, c'est l'occasion de mieux connaître son cycle, voir quand est-ce qu'il... Et de s'interroger aussi, par exemple, quand on suit notre cycle. Juste la longueur, par exemple. Et on va voir que dans certaines situations, je parle pas de l'approche de la ménopause, mais dans certaines situations, notre cycle est d'un coup très court. On peut s'interroger, qu'est-ce qui s'est passé les mois d'avant? Eh oui. Parfois, on va voir qu'on était en train de bosser énormément, on était dans une situation de beaucoup de stress, ou alors ça pourrait être un premier indicateur de surcharge d'entraînement. Ça veut dire que notre corps commence à réclamer un peu plus de repos. Et donc, ça, c'est une communication qu'on peut avoir avec notre cycle. Ouais, donc en fait, finalement, le cycle, c'est un peu un thermomètre de ce qu'on a fait le mois précédent. Oui. En gros, est-ce que t'as un peu déconné ou pas? Est-ce que t'as bien mangé? Mais finalement, ça nous parle du passé, quoi. Oui. Et c'est à nous, après, d'adapter au futur, de faire différent. Tout à fait. Genre, si on prend... C'est un peu un bilan du mois, quoi. C'est un peu un bilan. Ça peut être du mois ou des 90 jours avant, parce que c'est le temps de la maturation des follicules. Mais dès qu'on commence à voir, mon cycle, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu beaucoup trop court ou long. Ça peut aller dans les deux sens. Qu'est-ce qui s'est passé les dernières semaines? Comment je me sentais? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai commencé à faire, je sais pas, à boire plus d'alcool que d'habitude? Est-ce que j'ai fumé plus d'habitude? Parce que comme c'est pas bon pour la santé, ça joue sur les cycles aussi. Donc, ce sont des choses qui nous permettent d'avoir comme un thermomètre, comme tu viens de dire. Ah bon, donc peut-être que je devrais régler ces problèmes-là. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, pour un partage d'expérience, moi, ça m'est arrivé. Donc, j'avais fait un stage de swimrun avec des personnes très très fortes en fait pendant juste 6 jours, tu vois. Je pensais que j'avais le niveau. Bon, j'y suis allée et en fait, je me suis vraiment pris une leçon, quoi. Clairement, mais c'est pas grave. Mais j'ai quand même tout fait et en plus, du coup, comme c'était très intense, je dormais pas bien. On dormait dans un bateau, j'étais stressée de devoir refaire encore du sport le lendemain et d'être pas trop mauvaise par rapport au reste du groupe. Voilà, enfin je m'étais pas sentie bien du tout, donc je dormais pas, plus un sport ultra intense pendant 5-6 jours avec une alimentation bon, on mangeait bien mais pas forcément en super quantité, bon bref. Je suis rentrée et en fait, j'ai eu un retard de règles de presque 15 jours qui ne m'arrive jamais. Genre vraiment normalement à 2 jours près, donc là vraiment 15 jours, donc j'ai flippé, j'ai fait un test de grossesse, enfin tu vois, bon vraiment qui était négatif, donc voilà, je me suis dit et clairement j'ai fait le lien, quoi. J'ai eu ces 5 jours de guerre. Pour moi c'était vraiment l'équivalent de la guerre, quoi. J'étais crevée et en fait ça m'a vraiment été mon thermomètre de j'ai vraiment fait un truc qui ne m'allait pas, quoi. Oui, et là, c'est un excellent exemple de comment les cycles réagissent rapidement. Très rapidement. Très rapidement. Et c'est extrêmement intéressant de connaître ça, parce que tu sais,
déjà, ce qui s'est passé là, c'était un peu trop. Et donc, si tu gardais une fois, ce n'est pas grave non plus, mais si tu gardais ça comme une habitude, c'est ta santé qui serait impactée. Et en final, et là, ça impacte tout. Dernière question, est-ce que les hommes ont un cycle hormonal? Ils ont aussi une cyclicité. Elle est journalière. Ah, ok. Elle est journalière. En fait, eux, chaque jour, ils peuvent savoir s'ils sont déconnés ou pas, quoi. Ils ont une variation des niveaux de testostérone au cours de la journée. D'accord. D'habitude, normalement, il y a plus de testostérone les matins et diminue au cours de la journée. Cette cyclicité, elle est inscrite dans un rythme de 24 heures, tandis que la nôtre, elle est inscrite au cours d'environ 1 mois. Cela dit, hommes comme femmes ont d'autres cyclicités aussi. On a la cyclicité jour et nuit. Donc, quand j'expliquais les fenêtres optimales des performances, on a aussi cette fenêtre au cours d'une journée. Oui. Si on s'est dit on va commencer à faire des performances à 3 heures du matin, on sait que là, c'est pas les moments les plus propices. On peut les faire, mais c'est pas les plus propices. L'idée du cycle, c'est la même chose. Mais on a aussi la cyclicité saisonnière. Et donc, ce sont des cyclicités physiologiques qui jouent un rôle avec nos hormones. Si je prends l'exemple jour et nuit, c'est plus tard dans la journée qu'on a la libération de la soirée, qu'on a la libération des mélatonine, des hormones qui jouent un rôle sur notre sommeil. Donc, c'est la même idée. C'est juste que pour les hommes, disons, c'est un peu plus pratique parce que c'est 24 heures. Ok. Toute l'année. Et toute l'année. Mais et que ça change aussi au cours de la vie. Ils ont les pics aux alentours de 25 ans et une décroissance au cours de la vie. Est-ce que tu trouves que la société est prête finalement à un petit peu mieux prendre en compte finalement cette cyclicité féminine? Parce que finalement, tout ce que tu nous dis à propos du sport, ça peut aussi jouer dans le travail. C'est-à-dire que on est plus forte en sport pour avoir plus de charges sportives, mais aussi parfois de capacité de travail, mieux répondre à du stress de travail en début de cycle et peut-être en fin de cycle, être peut-être plus dans l'introspection, dans le travail de fond. Est-ce que ça, tu sais si ça a des liens? Il y en a déjà des études, et d'ailleurs des études passionnantes montrant comment les structures même du cerveau, des connexions neuronales sur les plans du cerveau changent au cours du cycle menstruel, entre la phase avant l'ovulation et après l'ovulation. Et ce que je trouve vraiment fascinant, c'est que les études ont montré que la performance cognitive, elle ne change pas. Mais c'est juste que les moyens où nous arrivons à réussir les tâches cognitives changent en fonction du cycle. Donc, c'est la même idée, on est en mesure de performer dans notre travail, dans le sport, dans toutes les phases. C'est juste les moyens qu'on va utiliser pour arriver à notre objectif qu'ils changent en fonction des fluctuations hormonales. Et c'est plus on va se permettre de connaître cela. Et tu as donné un bon exemple. Est-ce qu'il y a des phases qui sont plus intéressantes pour l'introspection? Donc, je sais pas c'est un métier qui demande un peu plus d'introspection, peut-être mettre des tâches de ce type à ces phases-là. C'est une question de synchroniser aussi avec ses propres objectifs, mais sans se donner les limites en disant « dans cette phase, de toute façon, je suis nulle ». Non, ce n'est pas ça. Et s'il y a vraiment une fatigue excessive, beaucoup de douleurs, même s'il n'y a pas beaucoup de professionnels formés et à l'écoute de nos besoins, n'essayez pas de vivre avec ça, mais essayez de chercher des solutions. Merci infiniment pour toutes tes réponses, c'était vraiment passionnant. Et en fait, je pense qu'on est vraiment un peu en début de quelque chose de très nouveau, de très beau aussi pour la santé des femmes. J'y crois aussi. J'espère qu'il y aura de plus en plus de recherches là-dessus. Tout ce que nous venons de discuter là aujourd'hui, c'est quand même assez inédit. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup. Inédit dans le monde ou en France? Dans le monde même. Dans le monde, ouais. Dans le monde même. On fait partie des pionniers dans ce type de recherches qui montrent l'adaptation de la charge d'entraînement. Il y avait déjà énormément d'études montrant l'impact du cycle, même si certaines sont controverses entre elles. Mais aujourd'hui, on peut plus nier l'effet du cycle, ni sur les sports, ni sur le bien-être des femmes. Donc, j'espère qu'on va monter en connaissance là-dessus pour donner l'empowerment aux femmes. Tout à fait. Et on se reverra, du coup, dans quelques années pour continuer à apprendre. J'espère. Merci infiniment, Juliana. Merci à toi.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, que vous soyez sur YouTube ou sur vos applis d'écoute de podcasts préférés. Je vous remercie de laisser un commentaire, une suggestion, un like, des étoiles, des bonnes notes. C'est la façon dont vous pouvez nous remercier au mieux de ce contenu assez inédit. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un débrief explosif avec David Ordono. Salut! Enjoy locked-in prices all winter long with the Energy Winter Price Freeze. That means no price increases, so your bills remain straightforward, reliable and predictable. Switch to Energy today and save up to €1,129 a year on dual fuel. Energy, you just know. Price freeze until March 1st, 2026. Energy discount variable electricity rate EAB €1,283. Discount variable gas rate €1,117. For T's and C's rates and savings calculations, see unoenergy.ie. Suppliers pricing may change.